8h35. Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière matinale de la saison. Je vois sur la liste des participants qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Donc, juste pour eux, l'IEM est l'Institut d'expertise, d'arbitrage et de médiation. Et parmi nos activités, nous organisons tous les deuxièmes mardis de chaque mois, alors nous ne sommes pas le deuxième mardi du mois, une matinale sur un thème en liaison avec la médiation. Pour information, la prochaine matinale sera le 8 septembre prochain avec Sophie Pralon-Richy, qui est médiatrice au sein de la RATP et surtout qui utilise son chien Charlie pour des médiations au sein de cette institution. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que cette matinale va être animée par deux membres de l'IEM, Karine Chameau, qui est avocate au barreau de Paris, qui est médiatrice, qui est présidente de la commission environnement au sein de l'IEM, qui est administratrice au sein de la FFCM et qui a représenté l'IEM au congrès de Marseille il y a quelques jours, ainsi que Vincent Bory, qui est médiateur, architecte, expert honoraire, consultant en communication de crise et médiation. Votre sujet me paraît extrêmement d'actualité puisqu'on parle de réchauffement climatique toute la journée depuis quelques jours. Donc, Karine, je te laisse la parole pour introduire votre sujet sur environnement transition durable. Quelle nouvelle place pour la médiation? Alors, c'est un thème. Alors, en préparant un peu le sujet avec mon acolyte Vincent, bien que nous ayons des parcours et une pratique de la médiation très très différentes, on s'est rendu compte qu'il y avait un fil commun qui était le fait que cette question qui est posée aujourd'hui, pour nous, est fondamentale. Et elle est fondamentale à trois titres. Elle est fondamentale d'abord pour l'adaptation au changement climatique, pour les questions environnementales. La place et le rôle de la médiation pour nous est fondamental dans ces domaines-là. Elle est fondamentale aussi, et tu l'as dit, Eric, surtout au vu des travaux de la fédération de la semaine dernière, pour la médiation. Elle est fondamentale d'une façon plus globale pour la société dans laquelle on vit, qui est une société de plus en plus violente, avec des différends et des conflits qui sont de plus en plus nombreux et qui sont de plus en plus réglés par la confrontation violente. Donc c'était un thème très très large. On a un temps imparti très court pour traiter quelque chose de très large. Alors la question qui était posée, quelle est la place de la médiation pour tout ce qui est transition durable et environnement, et quelles sont les typologies d'atteinte et les juridictions qui pourraient être concernées, ça pourrait faire l'étude d'un mémoire et d'une présentation, d'une conférence. On nous a demandé d'être vivant et de donner des exemples. Donc, on va en donner. Avec cette question qui est importante, c'est que les exemples, pour nous, ils sont plus à venir que passés. Donc, on va se baser sur des exemples vécus pour essayer de montrer que tout est à faire et tout est dans l'avenir. Et l'avenir dont doivent se saisir les médiateurs. Alors, déjà sur la thématique, quelle nouvelle place pour la médiation? Pourquoi nouvelle? Moi, je me suis interrogée quand on nous a donné ce sujet. Pourquoi nouvelle? Nouvelle parce que on communique pas sur des médiations existantes, ou alors elles sont assez rares dans ces domaines-là. On communique beaucoup sur des concertations, mais qui dit concertation ne dit pas médiation, puisque la concertation recueille des avis, alors que la médiation, elle est vraiment là pour essayer de trouver des solutions. Sur les typologies d'atteinte, il n'y a pas que dans l'environnement. En fait, il y a énormément de contentieux qui touchent de près ou de loin à l'environnement et à la transition climatique. Donc, faire la liste à l'après-vert des typologies d'atteinte, ça pourrait prendre beaucoup de temps et ça serait un peu contre-productif. Et les juridictions concernées, en fait, toutes les juridictions sont concernées. Je dirais, juste, c'est pour essayer de circonscrire la problématique, elle est tellement large qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Je dirais que peut-être le seul champ dans lequel la médiation, pour l'instant, est difficile, c'est le pénal de l'environnement.
parce que avec les conventions judiciaires, etc., ce sont les magistrats qui s'occupent de ces problématiques. Donc c'est peut-être le seul champ de juridiction, le pénal de l'environnement, dans lequel la médiation, pour l'instant, n'a pas sa place. Ceci étant dit, à mon avis, il faut commencer cette présentation par qu'est-ce que serait la médiation de l'environnement et qu'est-ce que serait la médiation de la transformation durable. C'est intéressant comme question parce que la transition durable, c'est une transformation et elle est durable. Et qu'est-ce que la médiation? C'est un processus qui est censé apporter de la transformation et durable. Donc en fait, dans les définitions, ça se chevauche et ça se continue. J'ai essayé de résumer de cette façon. La médiation environnementale, ça serait un processus volontaire d'accompagnement du dialogue qui permettrait de prévenir, de gérer ou de transformer tous les différends qui sont liés à l'environnement, à l'utilisation des ressources naturelles et à la transition durable, en permettant l'élaboration de solutions qui seraient construites par les parties elles-mêmes. Donc là déjà, cette définition, si vous êtes d'accord avec moi que c'est une définition possible, il n'y a pas eu résolution des litiges, il n'y a pas eu mode alternatif de solution, il y a eu accompagnement au dialogue pour arriver à trouver des solutions. Et là, ça se détache de la définition de la médiation telle qu'on l'entend actuellement et depuis des années, à savoir que la médiation est un processus judiciaire qui permettrait de trouver un accord. Les champs d'application sont assez larges. On s'est partagé avec Vincent. On a essayé d'être didactique, donc avec les juridictions civiles et commerciales et les juridictions administratives, puisqu'on a des expériences tous les deux différentes. Moi, je voulais vous donner deux exemples concrets dans lesquels la médiation peut intervenir pour des problématiques environnementales de biodiversité. D'abord, en copropriété à Paris, j'ai eu un cas d'une copropriété dans Paris, dans laquelle il y avait un jardin et il y a une orchidée protégée qui s'est mise à pousser. Il se trouve que ce jardin s'occupait il y avait un jardinier qui s'occupait de ce jardin et que certains copropriétaires, voulant protéger la biodiversité, ont soulevé la question de ne pas toucher à cette orchidée. Il y a eu tout un conflit qui s'est terminé par des menaces judiciaires, puisque toucher à cette orchidée, ça pouvait amener à une condamnation de 150 000 € pour la copropriété. Donc, la copropriété a été obligée de demander à son jardinier de ne plus s'occuper de cette orchidée et de laisser tout l'environnement autour de l'orchidée en jachère. Le résultat, c'est que le jardinet de la copropriété n'est plus nettoyé, que on remplaçait les petites fleurs des bonbonnes de protoxyde d'azote, et qu'on est à ce jour avec un conflit ouvert, avec, comme on le sait en médiation, un conflit qui est monté, donc avec des sous-groupes dans la copropriété qui s'affrontent très violemment, alors que le principe de base, et tout le monde en était d'accord, c'est protéger la biodiversité, protéger cette orchidée, tout le monde en était d'accord. Maintenant, sur les modalités, il y a un gros désaccord qui est devant les tribunaux. Donc là, la médiation a toute sa place. C'est ce qu'on essaye, on tente de mettre en place. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va marcher. Pourquoi? Parce que les copropriétaires ne sont pas au courant des effets de la médiation. Et donc, ils sont plus sur la réponse judiciaire à si jamais cette orchidée est malmenée par le jardinier, eh bien, il y aura une condamnation qui finalement est une pénalité pour tout le monde, puisque tous les copropriétaires devront se partager les frais de la condamnation. Donc voilà, premier exemple. Deuxième exemple, également à Paris, sur les copropriétés, on a tout ce qui est rénovation énergétique, avec un grand souci actuellement sur le ravalement et l'isolation par l'extérieur.
Et ça, si en AG, tous les copropriétaires sont d'accord sur le fait il faille faire des ravalements, qu'il faille isoler par l'extérieur, une fois que les devis sont faits et qu'on voit le prix et le coût de la rénovation et de l'isolation par l'extérieur, ah ben alors là, il y a des problématiques très différentes et le bien-être de la copropriété, finalement, passe après le coût financier et l'impossibilité pour certains copropriétaires de rénover. Et donc là, malgré les médiations, là pour le coup, on a des décisions qui sont de ne pas faire une isolation par l'extérieur parce que c'est un impact à moyen terme, à long terme, et même si les copropriétaires voient bien l'avantage à long terme, financièrement, c'est pas possible pour eux de financer ces projets. Troisième exemple, en Bourgogne. Alors ça, c'est un exemple pour montrer que l'environnement est partout et que les problématiques et les conflits peuvent venir même de façon subliminale. Une association sportive qui fait de la voile en Bourgogne, un lac en Bourgogne, donc avec un intérêt public, puisqu'il y a toutes les écoles environnantes qui font des sorties pour leurs enfants, qui leur apprennent à faire de la voile. Une association qui est donc à but non lucratif avec un équilibre financier précaire. Et puis, dû au changement climatique, le lac doit être vidé. Le lac doit être vidé pour que pour remblayer les murs de ce lac et donc, conséquence, un an de non-activité pour l'association et donc un risque financier. Et donc là, pareil, alors une médiation de projet avec les communautés de communes, la commune, l'association et les membres de l'association afin de travailler ensemble sur une solution à la pérennité de cette association le temps que le lac soit à nouveau rempli. Donc voilà trois exemples concrets de là où la médiation peut intervenir. Je vais laisser la parole à Vincent pour des exemples administratifs. Le but étant de montrer que dans tous ces exemples, les exemples que je viens de donner, les exemples de Vincent, il y a une réponse judiciaire, il y a une réponse légale qui existe, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les problématiques d'environnement, puisque on sait que les juges travaillent sur les jurisprudences et travaillent sur l'application des lois qui couvrent encore pas tous les domaines. Mais la médiation a un vrai rôle à jouer de remettre les gens devant un dialogue, de les confronter à leur idéologie qui empêche des avancées pour répondre au changement climatique. Et l'idée, là, en fin de présentation, c'est d'essayer de vous convaincre que la médiation permet de remettre dans la cité l'art de la dispute au sens philosophique qui n'existe plus, c'est-à-dire la dispute par le dialogue pour avancer sur des solutions concrètes, pragmatiques, et arriver à mettre dans une même pièce des gens qui ont des idéologies totalement différentes, qui sont convaincus que le réchauffement climatique est dû à l'homme ou pas, qu'il existe ou pas. Et les exemples de Vincent vont vous montrer à quel point, même quand une médiation n'arrive pas à un accord, elle est quand même transformative dans le sens où les gens qui ont assisté à la médiation, que ce soit des ONG, des gros groupes industriels ou des promoteurs d'infrastructures, n'en ressortent pas indemnes. Voilà. Vincent, je te laisse la parole. Merci Karine. Je vais effectivement intervenir sur un aspect beaucoup plus judiciaire. Qui dit euh, problèmes environnementaux euh, évoque souvent des problèmes territoriaux, l'aménagement du territoire. Et qui dit aménagement du territoire, évidemment, évoque euh, le politique, l'infrastructure, l'administration et des grands projets, bien souvent. Et les litiges, quand il y en a pléthore, vont au tribunal administratif. Donc la médiation environnementale
a une de ses grandes composantes qui est traitée devant les cours administratives. Et là, on a parfois des surprises. Alors, je vais vous raconter deux histoires très brèves, très brièvement. La première, ça concerne une grande métropole française qui avait également une agglomération, bien sûr, et les deux étaient de la même couleur politique. Et puis, il y a combien il y a eu? Il y a eu des élections municipales il y a maintenant 6 ans et demi. La municipalité en question a changé de bord, changé de couleur. Ça a été elle est devenue écologiste quand la municipalité et quand l'agglomération était restée d'une autre couleur politique. Et là, les choses ont commencé à se corser. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand projet qui était mené à la fois par la municipalité et l'agglomération pour élargir une voirie euh, qui pénétrait dans l'un des quartiers, et ceci parce que ce quartier était très difficile d'accès, malaisé dans les circulations, et les entreprises installées dans cette zone avaient beaucoup de difficultés, mais les entreprises et les particuliers, bien sûr. Donc, il y avait eu un projet de créer une voirie assez large pour irriguer ce bout de territoire. Et c'est un projet qui datait de la fin des années 90. Et donc, euh, un projet de fin des années 90, réévalué par une municipalité nouvelle 20 ans plus tard, avec des problématiques environnementales qui commencent à émerger, la municipalité écologiste a dit non, mais c'est un projet qui est complètement qu'il ne faut pas réaliser, il faut agir différemment. Donc il y avait d'un côté une logique économique et de l'autre côté une logique euh, et que, enfin, axé sur l'environnement et l'écologie. Donc, le, évidemment, les enquêtes administratives avaient été faites, la DUP avait été obtenue, les bulldozers étaient prêts à intervenir pour l'agglomération. Et là, litige porté devant le tribunal administratif. Au début, les personnes ne voulaient pas de la médiation, en disant que ce n'était pas absolument pas adapté. Mais elles avaient accepté la médiation parce que derrière le tribunal administratif, c'est le Conseil d'État. Alors on respecte un petit peu quand même. On se dit quand même, ça fait mauvais genre si j'accepte pas la médiation. Et donc, j'ai réussi à les convaincre du bien fondé de la médiation. Il y a eu 5 séances de médiation en 2 ans. Les parties ont accepté de travailler ensemble à l'amélioration d'un projet, pas du projet qui avait été déposé initialement, mais il fallait créer quelque chose et les parties ont accepté de jouer le jeu. Et pendant 5 séances, le projet a évolué pour être quelque chose de concret, réalisable, satisfaisant pour les deux parties. La dernière séance, les deux DGS, donc les directeurs généraux des services de la municipalité et de l'agglomération sont venus et ont dit accord, la médiation est terminée. Donc je pouvais me réjouir. Cependant, vous savez bien que derrière un accord dans ces cas-là, l'accord n'est définitif que lorsque l'Assemblée délibérante a validé l'accord qui a été trouvé. Et les assemblées délibérantes ont refusé de signer l'accord, de valider l'accord. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu accord. Et c'est reparti devant la juridiction. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est l'histoire d'une... euh, c'est une histoire à peu près similaire dans laquelle euh,
une assemblée décide de ne pas valider un accord qui a été trouvé pendant la médiation, sur une médiation qui a duré, elle aussi, 2 ans. Alors, je vais faire un peu vite parce que je ne vais pas vous la décrire dans le détail comme la première, mais on arrive exactement à la même situation. Alors, ces deux exemples sont riches d'enseignements. D'abord, il y a deux façons d'évaluer la chose. On pourrait considérer que dans les deux cas, les parties ne sont pas parvenues à un accord, donc il y a échec de la médiation face à des blocages sociétaux, administratifs ou même générationnels entre des vieux entre une génération des années 1990 et les petits jeunes qui arrivent en 2020 ou 2026. Mais aussi, on peut aussi apprécier ces situations sous un tout autre bord. Dans les deux cas, l'accord euh, n'a été pas signé, il n'a pas été signé ou contresigné. Non, on peut dire qu'on a frôlé l'accord. Il a été esquissé, envisagé très très sérieusement. Donc on n'est pas passé loin, quoi. Alors, il y a une chose qui est très 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 importante, c'est que dans ces médiations, qui engagent des personnes pendant 1 an et demi, 2 ans à chaque fois. Il y a des individus, il y a des personnes physiques autour de la table qui vont représenter l'administration, tout ce qu'on veut. Ces personnes, elles ont vécu quelque chose, physiquement, intellectuellement. C'est une expérience. Et donc, toutes ces personnes ont fait des efforts en vue de progresser, d'avancer vers une éventuelle solution. Elles ont fait des efforts de créativité pour parvenir à quelque chose de nouveau, du nouveau qui n'était pas un retour à la solution initiale, mais quelque chose engageant leur créativité, dans le but de solutionner d'une façon les problèmes d'une façon adaptée à l'époque, même si c'est jamais complètement définitif, qui peut le prétendre. Alors, toute cette expérience va rester inscrite dans la mémoire individuelle de chacun. Et c'est chacun, c'est quand même pas n'importe qui, ce sont des DGS, ce sont des ingénieurs, ce sont des responsables de grandes entreprises, etc. Donc on a là quelque chose qui est facteur d'évolution, parce que ça fait mémoire, il y a une mémoire qui s'inscrit. Alors, accord, pas accord, là n'est pas la question. Et je reprends l'expression de Karine qui parle, il faut considérer la valeur transformative de la médiation. Vous voyez? Donc, la question d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas la question. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut faire acte de créativité, il faut avancer sur des solutions nouvelles tournées vers l'avenir. Des solutions qui permettent aux personnes d'échapper à l'espèce de chape qui pèse sur eux quand ils viennent avec l'oriflamme de leur entreprise, de leur préfecture ou que sais-je. Il y a une espèce de déterminisme qui les pousse à agir en premier lieu. Eh bien, il faut les libérer. Et la médiation libère la parole. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, cette libération de la parole et ces échanges font penser à l'art de la dispute, qui était un art qui a été enseigné à la Sorbonne dès le XIIe siècle jusqu'à la Renaissance. Et l'art de la dispute, c'était quelque chose qui fait référence à l'art de se réconcilier ou de concilier. Et là, on peut faire un petit rappel étymologique. Qu'est-ce que concilier? C'est faire référence à une discussion, à un texte
à une discussion qui produit un texte écrit lors d'un concile. Un concile, c'est un lieu de débat qui, qui, donne lieu à un texte à l'issue des négociations. Vous voyez, c'est ça un concile. Alors, se réconcilier, ça fait référence au concile et donc à la religion, entre parenthèses. Donc là, bien évidemment, il y a eu confrontation de points de vue et finalement, cette confrontation de points de vue, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle de nos voeux dans l'exercice de la démocratie? On assiste, Karine en a parlé, on est à un moment de l'histoire qui est quand même curieux. Il y a à la fois, en même temps, dans le même, la montée des discours antidémocratiques et de l'autre côté, la montée, l'urgence de traiter les problèmes environnementaux. Alors, je, je conclurai en évoquant un philosophe qui s'appelle Claude Lefort, qui était, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était proche de Castoriadis. Voilà. Bon. Donc, Claude Lefort avait une définition de la démocratie. La démocratie, c'est d'abord une expérience, et une expérience qui est marquée par la division et le conflit. L'expérience, c'est l'épreuve de l'incertitude, avec ses débats, ses conflits, sans cesse recommencer, et des négociations qui n'aboutissent jamais à du définitif, mais Lefort parle de l'invention démocratique. Et l'invention démocratique, est-ce que c'est pas finalement exactement ce dont ont témoigné toutes ces personnes qui sont venues se réunir dans ces médiations que j'ai évoquées? Ça, c'était bien un exercice de démocratie. Alors, la médiation est tournée vers l'avenir et je terminerai là-dessus sur l'importance de pouvoir, si besoin, utiliser les outils de la prospective. Alors, j'ai été responsable d'études de prospective dans mon exercice passé, donc c'est quelque chose qui m'aide énormément en médiation. Euh, c'est des outils euh, qui sont pas mal d'avoir dans sa besace parce qu'ils permettent d'orienter les pensées, les logiques, les stratégies et l'action des différents acteurs vers un futur souhaitable. C'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup.